Ah, pauvre fou. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le making-of de la bataille du sanctuaire en mythe close. Durant une petite partie de ce making-of, nous aurons l'immense honneur d'être accompagnés par Sean et Shiryu qui nous proposeront une petite démonstration. Mais avant de passer au sommaire les amis, il y a quelque chose que je tenais tout particulièrement à vous dire. Tout simplement, je tenais à vous dire merci. Je sais, ça fait un peu cliché, mais pour moi c'est important de vous le dire de vive voix, je trouve ça plus sympa. Et je voulais aussi souligner le fait que le soutien que vous m'apportez depuis la Maison du Lion, avec tous vos commentaires, tous les échanges qu'on a pu avoir, ben voilà, c'est important pour moi. C'est un gros boost en termes de motivation. Et bon, c'est pas ça, forcément, le projet, je le kiffe en soi, j'aurais été jusqu'au bout quoi qu'il arrive, mais le rendu des vidéos, au fil du temps, n'aurait pas été le même si vous n'aviez pas été là. Et bien sûr, merci encore à The CNS qui a permis à tout ça de se développer. Je pense que sans lui, la plupart d'entre vous, vous ne seriez pas là. Il a permis à la chaîne de connaître un véritable essor, bon, toute proportion gardée, mais tout de même. Et maintenant, bah, sans plus tarder, le sommaire. Alors pourquoi s'être lancé dans ce projet? Eh bien, là aussi ça va faire cliché, mais avant tout c'est un rêve de gosse. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert Senseiya il y a un peu plus de 30 ans avec le Club Dorothée. Et comme également alors la plupart d'entre vous, j'ai pu acheter quelques-unes des figurines de Bandai, donc celles qu'on appelle les vintage aujourd'hui. Et je m'amusais à reconstituer forcément, vous vous reconnaissez là-dedans j'imagine, les combats du dessin animé. Et comme j'ai toujours eu un peu la fibre artistique en moi, je recherchais une manière de scénariser tout ça, j'imaginais des mises en scène, enfin, avec les yeux d'un gosse bien sûr, toute proportion gardée. Mais même en grandissant avec d'autres figurines, à chaque fois que je jouais, j'avais cette optique de... J'imaginais tenir une caméra et les filmer, et il est arrivé un jour où j'ai réellement eu l'ambition de le faire concrètement. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques années sur une chaîne secondaire avec les figurines Jurassic Park. Puis j'ai un peu laissé tomber l'idée, j'ai eu envie de faire du cinéma, je veux dire, classique, avec des comédiens, etc. Bon voilà, je vous passe les détails. Et puis la passion Senseiya m'a rattrapé. Il y a eu un déclic, et je pense que vous êtes nombreux à le connaître, State Alchemist, qui a donc fait une excellente parodie de toute la, j'allais dire tout l'arc du sanctuaire, enfin toute la partie de la bataille des 12 maisons. Et donc je pense que je vous apprends rien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, mon vieux rêve de gosse là, il faut que je le fasse. Donc l'idée c'est que lui, il a condensé en un seul épisode une maison, et je voulais arriver à ça. Et je me suis dit, si on enlève tous les flashbacks, tous les dialogues inutiles, enfin bon, tout est relatif quand je parle d'inutilité, mais tous les blabla et que je me concentre uniquement sur l'action, le combat entre le gold et le bronze, je me dis, il y aura peut-être moyen de faire tenir ça. Alors bien sûr, il faudra accepter le compromis que je vais zapper un peu certains trucs et vraiment faire comme un résumé, comme vous regarderiez un résumé d'un match de foot. Si ce n'est que contrairement à lui, je ne me focalisais pas uniquement sur l'humour. L'humour est plutôt un petit bonus. Mais voilà, mon but était d'être fidèle. Et alors, vous l'avez vu, l'ambition, l'appétit est venu en mangeant. Hein. Et comme je le disais dans les remerciements, l'ambition, c'est en grande partie grâce à vous qu'elle a grandi. Au début, si vous revoyez les 2-3 premières vidéos, je pense que dans la maison, si je me souviens bien, dans la maison du lion et du taureau, il n'y a que de la musique. J'avais pas dans l'idée d'introduire les dialogues et puis de les sous-titrer du japonais au français, etc. J'ai réalisé mes ambitions de quand j'étais enfant, et en plus, à l'époque, en vintage, on avait que les golds et les bronzes essentiellement, puis oui, après ils ont fait les Asgard, etc. Mais sur la première partie, on n'avait pas Athéna, on n'avait pas le grand pop, enfin il me semble, ou alors il est en exemplaire limité seulement au Japon, je pense, un truc comme ça. Ici, grâce au mythe close, on a un éventail de personnages beaucoup plus large, sans parler des customs, du fait qu'on est sur internet et qu'on peut plus facilement fouiner pour trouver ce qui nous manque. Voilà, donc en gros, depuis une trentaine d'années, j'ai cette ambition de reconstituer avec des jouets toute la bataille du sanctuaire et de filmer ça, et c'est donc chose faite.
Maintenant, je vais reculer un petit peu, vous montrer les décors. Car jusqu'à présent, forcément, je me suis arrangé pour que vous ne voyiez que l'intérieur des décors, ne jamais montrer ce qui est hors champ. Et on va faire un petit tour du propriétaire, si je puis dire. C'est le but d'un making-of. Donc allons-y, on va commencer par celui-là, où s'est déroulé, je pense, les 3/4 de mes épisodes. Hein. C'est un peu le temple lambda de tout Chevalier d'Or. Forcément, n'étant pas très doué en diorama, j'ai essayé de résumer à l'essentiel la structure d'un temple. Allons-y. Voici donc le premier diorama que je vous présente. Tout simplement le temple où se passe l'essentiel de l'action. Et sans vous mentir, je suis à peu près à 3 mètres de lui pour pouvoir le filmer en entier. Et encore sur sa face avant. Bon, la face latérale, vous l'avez vu, hein, c'est de ce côté-là que je filmais les personnages, puisque l'autre face latérale, elle est adossée au mur comme vous pouvez le comprendre. Je pense que vous pouvez avoir une idée de la taille, puisque vous voyez les mid-close à l'intérieur. C'est probablement le diorama le plus fastidieux que j'ai conçu. C'est aussi le tout premier que j'ai fait, en tout cas pour Senseiya. Donc je regrette un peu aujourd'hui de ne... Enfin, je veux dire, là aujourd'hui je regrette un petit peu parce que si je le recommençais, je pourrais faire un petit peu mieux. Forcément, j'étais à mes débuts. Bref, voilà. Il fait quoi, 80 cm de haut, un peu plus d'1 mètre de long. Et voilà, je vais vous montrer maintenant un peu le sanctuaire, si je puis dire. Et voici donc le sanctuaire. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'imagine, par rapport à la taille des mid-close, il est vraiment pas large du tout. Du coup, c'était très compliqué pour moi de ne pas sortir du décor avec mes cadrages. Le sanctuaire que vous n'avez pas beaucoup vu, hein, si ce n'est quand justement Ptolémée, qui est là à l'image, accueillait Athéna et les bronzes, puis dans les flashbacks avec Aiolos, et c'est à peu près tout. Il n'est pas haut, hein, je veux dire, c'est la hauteur d'une feuille A4, mais il est assez long, il fait à peu près 2 mètres. Alors diorama, évidemment, c'est vite dit. Hein, bon, j'ai juste mis un peu de polystyrène, enfin une plaque de polystyrène pour faire le sol. Oui, j'ai fait un peu de plâtre pour montrer quelques rochers, 1 ou 2 piliers, mais le reste, c'est un décor que j'ai peint sur des feuilles de dessin, quoi, que j'ai collé ou cloué plus exactement au mur. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Hein. Ça, c'était vraiment utilitaire. C'est clairement pas le plus beau de mes dioramas, si je puis dire. Le diorama du cancer, je crois que c'est le plus petit. Et alors celui-là, il a une petite histoire. Car là, vous voyez bien, j'ai pas retouché l'image et les flammes ne sont pas du tout vertes, elles sont orangées. Elles l'ont toujours été. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce diorama n'a pas été conçu pour Deathmask. Il a été conçu pour d'autres figurines. J'avais un autre projet que j'ai laissé tomber. Mais qui devait bel et bien représenter une sorte d'enfer avec des flammes. Ouais, c'est censé être des flammes, les petits trucs en pâte fimo que vous voyez là. Par la suite, ben voilà, j'ai lancé mon projet la bataille du sanctuaire avec les mid-close. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de dénaturer le diorama tel qu'il était fait, donc plutôt que de repeindre les flammes en vert, je me suis arrangé avec la retouche image sur mon logiciel de montage pour donner l'aspect le plus verdoyant possible. À vous d'en juger. Mais sinon, ça je sais pas si on s'en rend compte. Moi, comme je connais tout, c'est chez moi, bah, j'ai pas assez de recul, mais vous, quand vous avez découvert l'épisode, si vous aviez capté qu'en fait c'était tout petit, c'est 30 sur 30. Hein. Sur le meuble que vous voyez, c'est... Voilà. Ce qui est clair que c'est compliqué, ça limite les possibilités de cadrage, il faut à chaque fois essayer de ne pas trahir le truc, comme je l'explique. Donc voilà. Et voici la chambre du grand pop, enfin plus précisément ses installations, puisqu'il y a, comme vous le voyez, 2 compartiments. La pièce principale, je vais dire, et puis celle où le petit bébé Athéna est en train de dormir. Donc voilà, et je rappelle Miss V qui a confectionné tous les textiles. Donc clairement, sans elle, le diorama, il n'existerait pas, hein, car ça fait clairement le cachet du diorama. Ce plan est bizarre, je sais, mais je m'en sers pour vous montrer la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée pour tourner ici. Contrairement au temple principal que je vous ai montré tout à l'heure, où là il y avait 3 angles possibles pour filmer, la partie ouverte, je vais dire, et puis l'entrée et la sortie du temple, où j'avais la place pour mettre ma caméra aussi. Ici non, on a un mur là, et de l'autre côté, dans la chambre d'Athéna, il y a un mur aussi. Donc je n'avais que la partie avant, là où vous voyez les golds, pour filmer. Du coup, quand je devais faire des chants contre chants, notamment la séquence où le pop et Seiya se rencontrent,
C'était un peu compliqué, je devais tricher. Quand j'avais la caméra derrière Seiya et que ça filmait le pop, ça allait. Mais quand c'était dans l'autre sens, je devais mettre Seiya là où se trouve Milo en ce moment. Et essayer de créer l'illusion qu'il y avait également un mur derrière lui, par exemple. Voilà. Là, je crois que ça va faire plaisir à quelqu'un, mais voici le diorama que j'ai envie de nommer, le diorama Shura. Oui, j'ai plus ou moins conçu un diorama rien que pour lui, mais je m'explique. C'est un peu un prétexte quand même. Bon, j'avais envie d'avoir une sortie de temple. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, pourquoi est-ce que je dis essayer? Parce que, en fait, je suis désolé, mais je n'aurai pas la possibilité de vous montrer en un seul plan le diorama dans son entièreté. Tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir le recul nécessaire. Voilà, là, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce morceau de carton géant, c'est le dos d'un autre diorama, et j'en parlerai dans les vidéos à venir. Mais voilà, je ne peux pas vous montrer ce qu'il en est, et je ne peux pas reculer davantage, car juste ici derrière moi, toc toc, je le touche, pardon pour l'image, eh bien, il y a encore un autre diorama qui lui en plus concerne Senseiya, et dont je parlerai tout à l'heure. Mais j'ai pas envie de le montrer pour l'instant, forcément. Du coup, voilà, je suis coincé. Je ne peux pas avoir assez de recul avec mon trépied que pour vous montrer l'entièreté du diorama de Shura, mais là, je pense l'avoir balayé plus ou moins. Et voilà, outre le fait qu'on a une sortie de temple, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le crépuscule, on a un décor de nuit, un extérieur, tout simplement. Donc voilà pourquoi il a été créé, et il a bien servi pour 2-3 des épisodes que vous avez vus. Et voici donc le dernier diorama à vous présenter, celui de l'hôtel d'Athéna. Il fait à peu près 1 mètre de long et 50 cm de large. Donc le voilà. Alors oui, désormais il y a une partie latérale des deux côtés. C'était pas le cas lorsque j'ai tourné la vidéo, tout simplement parce que je voulais me laisser plus de liberté dans mes mouvements. Alors c'est sûr, ça ne faisait que 2 pans de décor, mais voilà, ça m'a permis de faire quelques plans que je voulais vraiment reproduire. Et là, comme le tournage est fini, j'ai recloisonné ça. Et la partie carton, même chose, elle cache un diorama d'une vidéo à venir. Enfin, de quelques vidéos à venir, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc diorama assez simple dans sa conception. Hein. Il faut être honnête, si vous enlevez la statue, il n'y a plus aucun cachet. Mais c'est purement utilitaire. Il a vraiment été conçu dans l'esprit de faire un jour la vidéo avec le final contre le grand pop, enfin contre Saga. Et voilà, on va passer à la suite maintenant. Nous sommes à présent dans mon bureau, face à mon PC, et on va attaquer le plat de résistance de ce making-of, à savoir la présentation des différentes étapes de l'élaboration d'un épisode. Voilà, pour ça, je vais ouvrir mes dossiers. Voilà tous les épisodes. On va prendre par exemple le bélier. Alors, bon, avant toute chose, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je revois les épisodes. Bon là, désolé, on va pas le faire forcément. Et ensuite, comme je pense que je l'ai déjà dit, et que je le redirai sûrement encore, l'objectif est de résumer les épisodes. Je ne vais pas les reconstituer entièrement, ce serait indigeste sur YouTube. Bon, non, le but était de les résumer avec comme contrainte 5-6 minutes maximum, pour que ça aille à l'essentiel. Voilà. Alors bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je fais des captures d'écran. Voilà, vous reconnaissez. Hein. Ce sont les captures d'écran de l'épisode où il débarque, hein, forcément, puisque c'est la maison du bélier. Bien sûr, je veille à la continuité, à ce qu'il y ait des raccords, à ce que les actions puissent rester compréhensives. C'est un travail de deuil, parce que, bien entendu, dans un premier temps, j'ai tendance à trop prendre d'images. Et j'ai fini, au gré des épisodes, par comprendre qu'un total de 100 images, c'est bien. Plus, ça va faire une trop longue vidéo. Les premiers épisodes, vous l'avez vu, le lion, le taureau, j'étais beaucoup moins exigeant, et c'était des épisodes qui duraient 2-3 minutes, je crois. Et honnêtement, il y avait une trentaine d'images, je pense. Et du coup, les actions étaient beaucoup trop concises. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Alors ensuite, le planning. Bon là, je n'en ai plus sous les yeux, c'est quelque chose que je fais de façon manuscrite. Le planning, c'est le planning du tournage. Dans quel ordre est-ce que je vais tourner les séquences? Parce que, comme dans le cinéma traditionnel, dans les films, vous le savez, hein, on ne tourne pas les scènes dans l'ordre qu'elles vont apparaître dans le film. Ici, c'est pareil, même si vous allez me dire, mais tu pourrais quand même. En fait, disons que je regroupe par séquence,
Quand il y a des apartés, je les tourne après. Et puis surtout, même au sein d'une même séquence, je ne tourne pas l'action dans le même ordre. Je vais essayer de faire une économie de moyens, pour moi, pour m'épargner un peu. L'économie de moyens dans le sens où je vais essayer de changer le moins souvent possible de visage et de main. Par exemple, Seiya, on va dire en visage hurlant, je vais faire la plupart des plans possibles où il a le visage hurlant. Ou par exemple, Seiya, point fermé, même chose, je fais toutes les séquences, enfin tous les plans pardon, où il a le point fermé. Et puis ensuite, je vais passer au plan où il a les mains ouvertes, où il a le visage souriant, et ainsi de suite. Et puis pareil avec le chevalier d'or, etc., etc. Du coup, j'établis un planning qui fait que je tourne l'épisode dans un désordre des plus absolus. Pareil aussi, l'utilisation des personnages. Je vais d'abord faire tout ce qu'il y a avec Shiryu, et puis tout ce qu'il y a avec Yoga, puis tous les plans où ils sont ensemble, et voilà, vous avez compris, je pense. Alors ces deux étapes, les captures d'écran et puis le planning, réunis, ça fait plus ou moins une journée à peu près. Voilà. Sur la fin, une journée et demie. Grosso modo. Hein. Parfois, je faisais 2 heures et puis je faisais autre chose de ma journée. Mon boulot, par exemple. Bref, je ne faisais pas toujours tout sur une seule et même journée, à part le week-end. Voilà. Ou pendant le confinement. Tiens. Alors, une fois que le planning est fait, il faut y aller, il faut tourner. Et c'est donc la partie la plus longue du processus. On me l'a souvent demandé, j'ai jamais su répondre. Bon, bien sûr, pour le making-of, j'ai pris le temps d'y réfléchir et de faire une estimation, car il faut savoir que j'ai rarement fait une journée entière, genre 8-18, où je ne faisais que préparer un épisode. Non, pas du tout. Sauf parfois le week-end, mais j'ai jamais vraiment chronométré bout à bout. Donc je dirais, allez, pour vous donner une idée, les premiers épisodes qui étaient plus courts, là, en 4-5 jours, tout était bouclé de A à Z. Alors, le tournage, pour les 5-6 derniers épisodes, qui devenaient plus longs, bien 5 après-midi, rien que pour tourner, et le montage, tout autant, si pas parfois encore un tout petit peu plus. Le montage avec le stop motion devenait de plus en plus fastidieux. À l'écran, le geste d'une attaque va prendre 5 secondes. Il me faudra 3 fois plus de temps pour le faire puisque j'ai beaucoup plus de prises. Voilà, il est là, il est là, il est là, il est là. Enfin, vous avez compris quoi. Alors ensuite, oui, j'ai pris une anti-sèche, désolé, je veux être sûr de rien oublier. La première chose à faire, c'est de préparer les figurines du jour, je vais dire, de la journée de tournage. Il ne me faut pas toujours tout le monde. Parce que parfois, c'est ça le plus fatigant. Je vais passer plus de temps en réalité à monter et démonter les figurines qu'à filmer concrètement. Bon, préparer un plan, ça se travaille aussi. Mais voilà, les mid-close, c'est des figurines très particulières puisqu'elles ont des armures et tous ces changements de main et visage, c'est là que je suis le plus, je pense. Et alors, voilà, comme je l'ai évoqué, le stop motion, sur les dernières vidéos, j'ai commencé à m'y essayer. Au début, j'étais pas trop confiant par rapport à ça. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Si votre figurine bouge d'un demi-millimètre, vous devez tout recommencer. Alors si vous êtes quasi au bout du mouvement, d'un coup de poing par exemple, et puis qu'au dernier moment le personnage bouge, ou que vous vous preniez les pieds dans votre éclairage ou dans votre caméra, puisque lors d'un stop motion, la caméra est fixe, c'est juste le personnage qui bouge. Enfin, pour toutes ces raisons-là, vous pouvez parfois tout recommencer. Un truc aussi auquel je tenais, là aussi je vais vous montrer un petit peu hors champ pendant que je parle, c'est à ne jamais filmer hors du décor. Je m'arrangeais pour que le champ de la caméra ne trahisse pas l'envers du décor, si vous voulez. Placer l'éclairage, pour essayer de rester raccord tant que possible. Si un personnage a l'éclairage qui lui vient sur sa joue droite, puis que le plan d'après, alors qu'il n'a pas bougé, elle est sur la joue gauche, ça va pas. Trouver le bon endroit du coup pour placer la caméra. Vous l'avez vu avec mes décors, donc j'avais pas toujours beaucoup de liberté de mouvement. Une fois que mon projet est mis, il reste plus beaucoup de place pour placer la caméra, tout en veillant à avoir le cadrage le plus esthétique et narratif possible. Et ensuite, placer, il faut placer les figurines. C'est bien, on a les bonnes mains, les bons visages, mais il faut les faire tenir, il faut qu'elles aient la bonne attitude, il faut qu'elles soient mises au bon endroit dans le temple pour avoir la bonne composition d'image. Enfin bref, voilà. Ce sont toutes des considérations auxquelles il faut penser et qui font qu'un tournage peut être long. Voilà les principales difficultés. Une fois le tournage terminé, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois déblayer toutes mes prises de vue. Bon, en général, les déchets, je les ai déjà enlevés lors du tournage, mais là, c'est sûr, puisque le travail est déjà fait, forcément, les plans sont déjà numérotés, ils sont tous dans l'ordre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne tourne pas dans l'ordre, et le nom d'un fichier, c'est MIV 13346, enfin, je sais plus,
Enfin, vous le savez aussi bien que moi, pour ceux qui utilisent une caméra, ça ne s'enregistre pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dois déjà tout remettre dans l'ordre. C'est une étape en soi, voilà, c'est rien de compliqué, c'est juste de la concentration, ça prend un peu de temps. Mais voilà, j'essaye d'être exhaustif, même si la vidéo est longue et je m'en excuse. C'est plus fort que moi, mais voilà, j'ai pas envie de vous flouer non plus sur la marchandise. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Voilà les amis, on se retrouve à présent pour la partie SFX de la vidéo. Une partie qui se divise en deux segments. Tout d'abord, nous sommes ici dans le temple avec Sean et Shiryu qui vont nous faire une petite démonstration comme promis, où en stop motion ils vont reproduire la gestuelle d'une de leurs attaques. Ensuite, on va remonter dans le studio devant mon PC, où là, je vous montrerai comment je donne suite à ces attaques en créant les effets spéciaux, la SFX, où vous y verrez leur pouvoir. Sean, à présent, c'est à toi de jouer. Shiryu, je t'en prie. Nous revoilà devant mon PC pour la deuxième partie. Après que Sean et Shiryu aient attaqué, on va leur rajouter leur attaque. On va donc commencer par Sean, et là, un mythe va tomber. Enfin, j'exagère quand je dis un mythe, mais je pense que vous allez, vous, tomber de haut. Car, je vous le prouve, je pense que vous pourrez lire, le logiciel que j'utilise n'en est pas un, c'est l'outil Photo Windows. Voilà, j'ai dû me débrouiller avec ça. La plupart du temps, je n'avais pas du tout l'effet correspondant à Senseiya, hein, c'est pas lié à la série. J'ai dû faire preuve d'imagination, et je pense que ça va vous faire rigoler pour la Nebula Stream. Ah putain, pourquoi est-ce que je le dis avec l'accent? Ah désolé, la mise au point se barre, voilà. La Nebula Stream, je vais dire ça comme ça à la française, c'est plus simple. Je prenais une chute d'eau, donc je vais chercher les effets 3D. Voilà. Enfin, une cascade. Vous voyez, ils apparaissent ici à droite. Alors, je vous montre un petit peu la galerie vite fait, donc les effets. Voilà. Il y a de tout, hein, vous voyez, il y a des chauves-souris, il y a des citrouilles. Mais je pense que j'ai dû en utiliser une bonne moitié. Hop, voilà, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Bon, on va pas tous les passer en revue, mais vous voyez, il y a déjà du choix. Et donc pour Sean, pour la Nebula Stream, je prenais une cascade. Nebula Stream. Et je commence à la travailler. Si j'utilise l'effet tel qu'il est conçu, sans tricher, oui, déjà c'est très rapide, c'est très court, mais ça ne ressemble à rien du tout. Alors déjà pour commencer, je vais devoir l'agrandir clairement et surtout le retourner. Et là vous allez commencer peut-être à reconnaître. Voilà. Il faut l'agrandir pour qu'il ait de l'ampleur. Parce que la Nebula Stream ou Nebula Storm aussi, hein. Bon c'est un peu pareil. De toute façon j'utilisais la même chose dans les deux cas. Voilà, là il est pas mal agrandi. Il faut encore l'orienter pour qu'il parte bel et bien de la main de Sean. Mais je vais faire aller la vidéo car ça crée des petites vidéos. Hein. Vous allez voir, c'est vite fini. Hop, voilà, c'est tout. Donc la plupart du temps, ce que je faisais avec les effets spéciaux, c'est que je les ralentissais avec mon logiciel de montage à proprement parler, Magix, pour ceux qui veulent savoir. Et je les dupliquais. Voilà. Bon, là, la stream, elle a une certaine taille. Pourquoi elle n'est pas rose? Parce que de nouveau, la teinte de la couleur, je le faisais sur mon logiciel. Et là, il faut l'orienter. Il faut aller chercher hop, le petit curseur ici, la flèche rotative, pour avoir l'illusion qu'elle part de la main de Sean. C'est pas encore totalement ça. Ça peut prendre du temps. Je ne vais pas vous embêter. Je voulais juste vous montrer l'idée. Hein. Je peux même encore l'agrandir. Voilà. Et hop. Voilà. Là, on est plus ou moins à la taille que j'utilisais dans les épisodes. C'est tout. Et il n'y a pas d'outil vent, tempête, il n'y a rien de tout ça dans le logiciel, je vais appeler ça le logiciel Photo Windows. Donc j'ai dû me servir de ça. Pour Shiryu, c'est plus proche de l'animé, mais vous allez voir, c'est quand même encore relativement différent. Hop, je cadre différemment. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Pour Shiryu, j'ai pris un éclair. Tout fait. Oui, là, je suis encore gentil. Je vous montre des exemples assez faciles. Mais par moments, je devais juxtaposer 2 ou 3 effets différents pour donner l'illusion d'un seul effet.
qui constituant l'attaque. Voilà, ici j'ai pris ces deux exemples-là parce que c'est déjà une longue vidéo, je m'en excuse, je parle beaucoup, mais en même temps voilà, je voulais vous montrer, vous offrir le plus d'éléments possibles pour que vous compreniez comment je travaille les épisodes. Voilà, bah c'est déjà fait. C'est un des effets les plus faciles, mais très bref. Donc on a c'est de la foudre. Hein. Bien sûr, je faisais gaffe à la couleur dans la mesure du possible. Bon, ici du mauve, avec un chevalier d'or, je trouve que ça aurait peut-être juré, mais avec Chiru ça passait. Vous allez voir, c'est très bref, très furtif. Hop. Et voilà, c'est fini. De nouveau, je ralentissais, mais pas toujours. Parce qu'il fallait du punch et de la dynamique, donc je le laissais à vitesse réelle, mais je l'ai dupliqué en fait. Dans mon logiciel de montage, je rajoutais 3-4 fois l'effet foudre pour Shiryu. Et bon, là, il est déjà plus ou moins bien orienté. C'est un des effets que j'ai eu le plus facile à concevoir. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah, si vous voulez savoir, c'est le héros de la série. Nous n'avons pas le bon personnage, mais un petit météore. Et là, on a une traînée de comètes. Donc là, ouais, dans la thématique, ça correspond. Ça correspond à Seiya. Voilà, pareil, hein, toujours l'orienter, l'agrandir. Voilà, on a quelque chose de bleuté en plus. On pourrait imaginer qu'une comète part de son point. Si je la retourne complètement et que je l'oriente d'une certaine manière, en plus c'est bien, il y a une aura bleue autour, c'était nickel ça pour Seiya. Très compliqué à manipuler. Voilà, comme si la comète venait... comme si le météore arrivait sur vous, voilà. Hop, là je le fais en marche. Oui, c'est très vite fini. Hein. Ben voilà. Donc, une fois que j'ai travaillé tous mes effets spéciaux, alors oui, si vous me demandez combien de temps ça prend, les effets spéciaux, une après-midi et demie, 2 après-midi peut-être, sur les derniers épisodes qui étaient plus longs avec Saga et Yolos. Sinon, en une après-midi, c'était réglé. Enfin, c'était fait. La bande-son, bah, bien sûr, hormis les 2-3 premiers épisodes où je me contentais de mettre des musiques en bruit de fond, par la suite, j'ai rajouté la vraie bande-son de l'anime. Donc, ce que je faisais, c'est que j'essayais de m'en tenir à l'essentiel du dialogue. Il fallait que ça reste cohérent, mais il ne fallait pas que les blablas soient trop longs. Donc, j'essayais de retenir les phrases clés. Je les convertissais en fichiers audio. Puis, une fois que tout ça a été fait, il y a des passages quand même où je gardais de la musique pour dynamiter l'épisode. Par moments même des musiques de la culture pop-rock, qui n'étaient pas issues de Senseiya, vous le savez, c'était un petit peu ma petite touche perso aussi. Et voilà, là pour je suis resté sur le bélier. Voilà. Bien sûr, je regroupais plusieurs plans en un seul fichier audio. Voilà, les plans 1 à 4, puis les plans 5 à 9 et ainsi de suite. Sur la fin, pas. Parfois, c'était au plan par plan, une bande-son pour un... écoutez, c'est simple, je vais aller chercher l'épisode 14, le dernier bien sûr. Bande-son. Je le découpais même par séquence là désormais. Voilà, la partie combat final. Voilà, rien que pour la partie combat final, c'est déjà tout le bélier en soi. Ensuite, voilà, quand ça c'est fait, je m'attaque à l'étalonnage des images dans le logiciel de montage. Et alors ensuite, quand les images sont mises, je rajoute les fichiers son que vous voyez là, je synchronise le tout, je dois retoucher un petit peu à la durée des images, parce que bon, quand je dis que je devais faire gaffe à ce qu'il y ait une corrélation entre les durées, c'était un peu au pif parfois, à l'œil. Je savais que je pourrais corriger par la suite quand j'allais juxtaposer les deux. Et c'est à ce moment-là que je rajoutais donc les sous-titres, en gardant toujours l'épisode de l'anime ouvert dans un fichier sur le côté, que je mettais sur pause, etc. Donc, une fois que j'ai fini ça, je fais le générique de fin, la miniature, et puis je balance sur YouTube.
À présent, on va rentrer dans la partie de la vidéo que vous m'avez peut-être le plus demandé et qui pourtant n'est plus vraiment du making-of, le teasing des épisodes à venir. Bien sûr, je vais encore faire des vidéos de ce genre, mais bon, autant j'ai beaucoup de dioramas, autant je n'ai pas toutes les figurines, donc je vais malheureusement devoir botter en touche l'un ou l'autre arc. On va commencer par les mauvaises nouvelles et puis on va remonter jusqu'aux bonnes. Donc je ne ferai pas d'aise. Voilà, c'est dit. La raison est simple, c'est que je n'ai quasi aucune figurine de cet arc. Même pas de quoi faire un combat. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Ni figurine ni diorama qui s'y rapportent d'ailleurs. On va monter un petit peu dans les probabilités. Poséidon. Il ne faut pas attendre énormément. Oui, j'ai des figurines Poséidon, j'ai même l'un ou l'autre EX, ou IX plutôt, de cette gamme-là, mais pas tous. Et surtout, ce qui me manque, ce sont les bronzes avec leurs armures dorées. Je n'en ai aucun, et je pense que dans quasiment tous les combats, les armures passent au doré à un moment ou à un autre, et souvent les aident à prendre le dessus. J'ai un diorama Poséidon, mais un seul, donc quelque chose est envisageable, quelque chose va sûrement se faire, mais je ne ferai pas tout l'arc, ça c'est sûr et certain. Maintenant on arrive du côté des bonnes nouvelles. Avant d'annoncer les arcs que je vais reproduire, je vais me lancer dans un pari risqué. Je vais faire une vidéo qui devrait durer 4 à 5 minutes, à peu près comme la moyenne, la tape des épisodes que vous avez vus avec le sanctuaire. Ça se rapporte toujours au sanctuaire, mais ce sera un... je ne sais pas si vous connaissez le concept du « what if ». Et si les choses avaient été autrement. Là, j'en vois l'un d'entre vous qui doit avoir le rictus, comme moi en ce moment. J'avoue que... Eric, c'est toi. Voilà, tu vas te reconnaître forcément. Et si Saga avait gagné? Voilà, Eric, t'as compris. Je vais essayer d'imaginer ce qui aurait pu se passer de manière plus ou moins réaliste, mais pas totalement, enfin je vous en dis pas trop. Qu'est-ce qui serait passé si Saga avait gagné la bataille du sanctuaire? Donc ça c'est la prochaine vidéo, dont le travail a déjà commencé d'ailleurs. Maintenant, pour ce qui est des arcs existants et que je n'ai pas encore explorés, les Galaxian Wars, je vais tout faire. Les Galaxian Wars, vous y aurez droit du début jusqu'à la fin. En tout cas jusqu'au moment où Wiki débarque et qui fout la merde. Il y a juste les phénix noirs, je vous préviens, je les ai pas. Je ne dis pas que c'est le prochain arc que je vais faire, mais je vais le faire. Idem avec... les Black Saints. Bon, bah je vais le faire, voilà, pour ceux qui aiment, tant mieux. Maintenant c'est très court. Oui, je ne vous l'ai pas dit, les Galaxian Wars, il y a 6 ou 7 épisodes dans l'anime, avec moi il y en aura 2, il y en aura 3 je pense, grand maximum. Puisque forcément je résume un peu ce qui se passe. Du coup les Black Saints ce sera la même chose, je vais inclure le combat contre Iki, bien sûr. Ah oui, vous l'attendez tous celui-là, hein. C'est celui qui m'a été le plus demandé. Oui, il y aura de l'Asgard. Bon, c'était un secret de Polichinelle, je pense, pour les plus intimes d'entre vous. Mais là, il y a un mais. Oui, je vais faire de l'Asgard, mais comme vous le savez, on n'a que 2 guerriers divins de produits dans la gamme IX. Or, oui, j'ai les bronzes V2, mais en IX. Mais le souci, c'est que les Asgard, oui, je les ai tous, mais hormis 2, les autres sont en gamme classique. Donc mettre des bronzes V2 qui vont être au moins aussi grands que les Asgard classiques, ça risque de coincer pour certains. Puis il y a la question du diorama. J'ai des dioramas Asgard, c'est mon arc favori, donc j'en ai fait... Oui, j'ai 3 dioramas Asgard, mais je ne saurais pas reproduire tous les combats. Et Asgard, c'est probablement l'arc où on a les décors les plus variés. Donc il y aura une partie de l'arc, mais pas tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, les Silver Saints, j'en ai pas parlé, désolé, j'ai quasi aucun Silver Saints. J'ai Misty,
c'est à voir. Lui, je pourrais peut-être le faire, mais je promets vraiment rien. Donc pour cette partie-ci, c'est fini. Oui, bien sûr, on se compte. Je ne parle même pas des spin-offs, hein, ça va de soi, je ne les ferai pas, j'ai rien, ça m'intéresse pas. Enfin si, ça m'intéresse, j'ai un peu regardé, même suivi pas mal, mais j'ai pas accroché comme la bonne vieille série ou au bon vieux manga. Et au cas où certains me le demanderaient, les OCE, non. Vous avez quasi vu tout ce que j'ai en OCE dans la bataille du sanctuaire. Voilà, on a fait le tour. Et pour conclure cette vidéo, je tenais à faire un coucou tout particulier à mes amis youtubeurs de la famille Senseiya, à commencer bien sûr par The CNS, le conteur, le sculpteur de la Myth-Clause Senseiya, bien sûr Meat Ritter, le professeur, le docteur des Myth-Clause Senseiya, mais aussi David Desforges des Myth-Clause de Desforges, le magicien de la SFX, Universea, notre entertainer, le grand frère de la famille, mais également un gros Kowabunga à Senseiya Myth-Clause News. Salut à la voix de velours, la voix de CDZ Gyms et des reviews du sanctuaire. Salut à Crazy BTV et aussi à Orpheus Collection.